L'argent alimente la machine de guerre russe, unique raison pour laquelle Vladimir Poutine et le Kremlin ont pu prolonger le conflit en Ukraine. Mais maintenant, les choses changent. Ce n'est pas seulement que l'argent commence à manquer. L'Ukraine a trouvé un moyen de faire en sorte que l'argent même de la Russie paie pour les dégâts causés par la guerre. Et cet argent, Vladimir Poutine ne le récupérera pas. Il y a un double coup dur qui a frappé Vladimir Poutine de plein fouet. L'un concerne les avoirs gelés de la Russie, et l'autre est une certaine petite bulle qui pourrait ruiner la Russie. Si jamais elle éclatait, nous parlerons de cette bulle plus tard dans la vidéo. D'abord, il y a les avoirs russes gelés à prendre en compte, en particulier la façon dont la Russie perd le contrôle sur ses avoirs. Voici la version courte de l'histoire. Les milliards gelés de la Russie servent désormais à financer l'Ukraine, et l'Ukraine n'aura pas à rembourser un seul dollar de l'argent qu'elle utilise. Au cœur de cette histoire se trouvent les 210 milliards d'euros, soit environ 247 milliards de dollars que détient l'Union européenne, ou OMUE. Selon Euromaidan Press, un mécanisme de prêt de l'UE a offert à l'Ukraine un peu d'oxygène financier bien nécessaire alors qu'elle se défend contre l'invasion de Poutine. Ce prêt s'appuie sur les centaines de milliards de dollars d'actifs russes gelés dans les banques de l'UE, et l'Ukraine n'en rembourse pas le montant. Voici comment cela fonctionne. En 2025, l'Ukraine a ajouté 47,3 milliards de dollars à sa dette publique. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle, mais c'est aussi inévitable, compte tenu de l'ampleur de la guerre de Poutine contre le pays. Bonne nouvelle. Malgré la hausse de la dette, les coûts d'emprunt de l'Ukraine ont presque diminué de moitié. La principale raison à cela, c'est l'argent qui est arrivé en Ukraine grâce au groupe des 7, ou pays du G7 soutenu par les avoirs gelés de la Banque centrale russe. Sur les 47,3 milliards de dollars de dettes supplémentaires, les prêts ERA accordés à l'Ukraine par les pays du G7 représentent 37,9 milliards de dollars. Et c'est là que ça devient brillant pour l'Ukraine. Selon Euromaidan Press, les prêts ERA que l'Ukraine a reçus comportent des périodes de grâce de 11 à 12 ans pendant lesquelles aucun remboursement n'est exigé. À la fin des périodes de grâce, les remboursements débutent. Cependant, l'Ukraine ne fera pas ces remboursements. Les mêmes pays qui ont prêté de l'argent à l'Ukraine utiliseront les revenus des avoirs russes gelés restants pour rembourser la dette de l'Ukraine. L'Ukraine ne paiera pas un seul dollar. À la place, la Russie perd les revenus de ses avoirs gelés sans perdre les avoirs eux-mêmes. Cela permet à l'Union européenne d'éviter les problèmes juridiques liés au transfert direct des avoirs gelés à l'Ukraine. Nous voyons ici un plan à long terme potentiellement reproductible. Si la guerre en Ukraine dure encore plusieurs années, l'impact sur le pays sera immense. Grâce à ces prêts de l'époque, le coût moyen d'emprunt de l'Ukraine est passé de 7,2% à 4,55%. Le coût de sa dette extérieure a encore baissé, passant de 4,5% à 1,9%, rapporte Euromaidan Press. Le ministère des Finances ukrainien a fourni plus d'explications avec des chiffres publiés le 30 décembre. Au total, le ministère affirme que l'Ukraine a réussi à obtenir 52,4 milliards de dollars de financement extérieur en 2025, dont plus de 70% proviennent de l'ERA, prêts adossés aux avoirs russes gelés servant de garantie et de remboursement. D'autres fonds incluaient 12 milliards de dollars de prêts du dispositif Ukraine, offerts par l'UE. L'UE a accordé 668 millions de dollars supplémentaires à l'Ukraine via ce dispositif, sous forme de subventions non remboursables. En 2025, l'Ukraine recevra environ 2,3 milliards de dollars de financement extérieur via des prêts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du Japon. Tout cela commence à devenir un peu complexe, alors revenons à l'essentiel. L'Ukraine a reçu près de 38 milliards de dollars de prêts ERA et elle n'aura rien à rembourser. La Russie devra rembourser, ce qui agacera Vladimir Poutine autant qu'un autre événement majeur à évoquer bientôt. L'Union européenne détient maintenant environ 40% de la dette totale de l'Ukraine, ce qui est positif pour ce pays. La Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie sont nettement plus favorables à la Russie que d'autres membres de l'Union européenne. La grande majorité des nations qui composent le bloc se sont rangées du côté de l'Ukraine et ont été extrêmement généreuses en fournissant des fonds pour la défense du pays. Même aussi récemment que le 3 février, l'Union européenne a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 153 millions d'euros, soit environ 180 millions de dollars, qui sera répartie entre l'Ukraine et la Moldavie, un autre pays menacé par l'expansionnisme de Poutine. Le point que nous soulignons ici, c'est que 40% de la dette de l'Ukraine est désormais détenue par une organisation qui comprend précisément d'où provient cette dette et qui est sensible aux raisons de son existence.
Même sans les prêts ERA remboursés par les revenus d'avoirs russes gelés, la dette restante de l'Ukraine envers l'Union européenne sera probablement remboursée à des conditions favorables. Cela rapprochera davantage l'Ukraine et l'Union européenne. C'est une situation étrange. La dette semble rapprocher les cœurs. Ou, plus précisément, la colère dirigée contre Poutine permet la création de mécanismes qui obligent la Russie à payer pour la défense de l'Ukraine. On ne peut sous-estimer l'impact que cet argent aura sur l'Ukraine, comme le souligne le Conseil européen des relations étrangères, ECFR. Le Fonds monétaire international avait précédemment prévu que l'Ukraine manquerait de l'argent nécessaire pour financer sa défense d'ici le printemps 2026, ce qui aurait pu forcer l'Ukraine à capituler face aux exigences maximalistes de Poutine. Cela n'arrivera plus désormais. Les prêts de l'ERA ont permis à l'Union européenne de montrer son soutien à l'Ukraine, en invoquant les pouvoirs de temps de crise, accordés par l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou TFUE. Ce qui permet que des mesures comme ces prêts soient adoptées avec le soutien d'une majorité qualifiée des États membres, ce qui, selon l'ECFR, correspond à 15 pays représentant 65% de la population de l'Union européenne. En d'autres termes, il faudrait qu'il se passe quelque chose de vraiment radical au sein de l'Union européenne, pour que le prêt soit annulé. Les vétos de quelques membres ne suffiront plus désormais. Fait intéressant. D'autres mécanismes de l'Union européenne pourraient aussi aider l'Ukraine à l'avenir. Le 30 janvier a apporté la nouvelle qu'un fonds européen de crise proposé de 514 milliards de dollars pourrait être utilisé par l'Union européenne pour prêter de l'argent à des pays, à des fins de défense. Vraisemblablement, ces prêts ne fonctionneraient pas de la même manière que les prêts ERA, ce qui signifie qu'ils devront être remboursés. Cependant, si c'est dans le meilleur intérêt de l'Europe, et surtout si l'Ukraine devient membre de l'Union européenne, ce que le président Volodymyr Zelensky pense pouvoir arriver dès 2027, ce gigantesque fonds, pourrait aider l'Ukraine à se défendre encore plus longtemps. Après l'épuisement des prêts ERA, l'Ukraine dispose également d'un certain répit dans la mesure où les prêts ERA qu'elle a reçus vont l'aider à surmonter une crise démographique qui est apparue dans le pays depuis l'invasion russe. Comme le souligne Euromaidan Press, la population de l'Ukraine dans les zones encore contrôlées par le pays est passée de 41 millions avant l'invasion à 31 millions. Parmi les 10 millions de personnes absentes, 2,4 millions vivent dans les territoires occupés et 6,7 millions sont des réfugiés à l'étranger. Ajoutez les dizaines de milliers de soldats tués pendant la guerre, et vous obtenez des problèmes humanitaires et économiques sur ce front. Un pays qui perd 10 millions de personnes en 4 ans est un pays qui connaîtra naturellement une pénurie de main-d'œuvre. Moins de main-d'œuvre signifie moins d'opportunités de générer des revenus pour financer l'effort de défense. C'est l'un des nombreux facteurs responsables de la dette élevée de l'Ukraine. Les prêts remboursés avec l'argent russe ne régleront pas ces problèmes démographiques, mais donneront plus de temps à l'Ukraine. Comme vous le verrez bientôt, la bulle évoquée en début de vidéo pourrait éclater à tout moment, ce qui ferait que la Russie manquerait de temps plus vite que l'Ukraine. Cependant, malgré les prêts importants de l'ERA à l'Ukraine qui aideront à résister à la Russie, il faut tempérer ces bonnes nouvelles. L'Ukraine n'est pas encore tirée d'affaire. Les problèmes démographiques actuels resteront majeurs après la guerre. Il en sera de même pour la dette de l'Ukraine, qui tourne autour de 100% du produit intérieur brut depuis août 2025. Les prêts de l'ERA représentent un peu plus d'un cinquième des 184 milliards de dollars de dette que l'Ukraine devait rembourser en août. Les remboursements resteront nécessaires et impacteront sûrement l'Ukraine des années après la guerre. Mais cela pourrait être pire. Sinon, l'Ukraine pourrait manquer d'argent au printemps et disparaître sous la forme connue depuis la chute de l'Union soviétique. Et cela nous ramène à la bulle. Mais avant d'y arriver, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal si vous voulez voir plus de vidéos avec ce genre d'analyse. L'Ukraine et l'Union européenne ont trouvé un moyen ingénieux de dépouiller Poutine et de contraindre la Russie à financer la défense qu'elle cherche à détruire. Voici la bulle, notamment celle de l'or ayant soutenu la Russie durant la guerre, qui pourrait bientôt éclater. Le 3 février, Ambrose Evans Pritchard, rédacteur en chef international du Télégraphe, a écrit que la Russie est maintenant dans une position intéressante. Cette situation présente des parallèles avec celle dans laquelle se trouvait le Royaume-Uni au début de la Seconde Guerre mondiale. Pour continuer la lutte, le Royaume-Uni a vendu ses réserves d'or et de devises aux États-Unis via le programme Cash and Carry. La Russie a agi ainsi durant la guerre en Ukraine, aidée par la hausse des prix de l'or. Cela a ajouté plus de 200 milliards de dollars à la caisse de guerre de Poutine depuis qu'il a envahi l'Ukraine. Poutine compte énormément sur cet or. Dès décembre, 2024 Euronews rapportait que l'or était devenu l'une des ressources stratégiques les plus importantes de la Russie. Surtout,
car les sanctions ont limité la vente de pétrole et de gaz du pays. À l'époque, la Russie occupait la 5e place sur la liste des pays ayant les plus grandes réserves d'or, avec environ 2571 tonnes courtes américaines, soit 2333 tonnes métriques. La Russie tente d'accumuler davantage de réserves d'or depuis que Poutine a lancé son invasion en février. Le Télégraphe a rapporté que la Russie a accru son implication dans le commerce de l'or en Afrique. Cela signifie envoyer des mercenaires et des juntes soutenus par le Kremlin pour contrôler les mines d'or africaines. La Russie veut davantage d'or car ce produit est difficile à sanctionner. Il est plus simple de transporter de l'or que du pétrole, ce qui facilite sa contrebande. Contrairement aux ventes de devises, qui laissent une trace écrite, l'or échappe à la surveillance des réseaux financiers. La vente d'or, si elle est faite de manière suffisamment discrète, peut ne laisser aucune preuve, à part le fait que l'acheteur détient plus d'or qu'auparavant, et cela suppose que l'acheteur ou le vendeur soit transparent sur la quantité d'or qu'il possède. Vladimir Poutine voulait tout cet or parce qu'il savait qu'il trouverait des acheteurs. La Chine arrive en tête. Ambrose Evans Pritchard soulignant qu'elle soutient l'économie de guerre de Vladimir Poutine via son système cash and carry et des livraisons croissantes de lingots d'or de la banque centrale russe. La Russie fait face à un problème. La valeur de l'or chute, faisant disparaître en quelques jours des milliards de son trésor de guerre. Peu importe que la Russie ait d'importantes réserves d'or, si leur valeur baisse, Vladimir Poutine ne peut pas y faire grand-chose. Les premières étapes d'un possible crack de l'or ont débuté par phase dès la semaine du 26 janvier. Vendredi, les analystes ont été surpris par la forte chute de l'or et de l'argent en fin de semaine. L'argent a chuté jusqu'à 30% en une seule journée. Mais plus importante encore pour la Russie, la valeur de l'or s'est effondrée d'environ 10%. Heuer News a donné quelques chiffres supplémentaires, ainsi qu'un peu de contexte, ont-ils souligné. La valeur de l'or avait atteint un nouveau record de 5 600 $, l'once le 29 janvier, pour s'effondrer à environ 4 770 $, l'once le lendemain. Pour comprendre cela, faisons quelques calculs. Plus tôt, nous avons dit que la Russie détenait un peu plus de 2500 tonnes courtes américaines d'or dans ses réserves en 2024. Si ce chiffre n'a pas changé, bien que Poutine ait sans doute vendu de l'or russe pour financer la guerre, on peut estimer approximativement combien la Russie a perdu en 24 heures. Une tonne courte, qui est la version américaine de la tonne, équivaut à 29 166,7 onces troy, qui est l'unité de mesure standard pour l'or. Multipliez 29 166,7 onces troy par 5 600 $ par once, et vous obtenez un peu plus de 163,33 millions de dollars par tonne d'or. Multipliez cela par environ 2500 tonnes d'or qui se trouvaient dans les réserves de la Russie en 2024, et cela donne un peu plus de 408 milliards de dollars. Ensuite, nous faisons la même chose pour le prix après la baisse. Cela nous donne un prix de 139,12 millions de dollars par tonne d'or, ce qui fait environ 347,8 milliards de dollars. En d'autres termes, environ 60 milliards de dollars perdus en 24 heures. Ce sont des estimations fondées sur les anciennes réserves d'or de la Russie, mais elles illustrent la difficulté à laquelle Poutine fait face à cause de facteurs de marché échappant à son contrôle. Il faut maintenant répondre à une question simple. Le crack de l'or du 30 janvier était-il une forte correction du marché, ou l'étincelle qui fera éclater la bulle de l'or ? Les prix restent très instables. Comme l'a souligné Evans Pritchard dans son article pour The Telegraph, Poutine dispose d'une marge de manœuvre suffisamment importante pour poursuivre la guerre. Au prix actuel de l'or, de 4 925 $ contre 1 900 $ il y a 3 ans, la question ouverte est de savoir si l'or est en train de redescendre vers des niveaux structurellement beaucoup plus bas, dit-il. Cependant, il reste des doutes sur une possible chute de l'or vers les niveaux structurellement plus bas évoqués par l'auteur. Evans Pritchard note des signes en ce sens. Le rebond de l'or depuis le 30 janvier n'annonce pas forcément un super rallye, ni un retour des prix à leur niveau antérieur. Il note que l'inflation recule en Occident et que l'IA, en augmentant la productivité, a aussi un effet déflationniste. Il est possible que l'or retombe et atteigne des niveaux inférieurs à ceux observés lors du mini-crack dans un avenir proche. Certains estiment qu'il s'agissait d'un simple incident, selon Forbes. JP Morgan a relevé sa prévision de fin d'année pour l'or à 6 300 $, l'once affirmant que la hausse à long terme de l'or n'a pas été, et ne sera pas linéaire. Pour l'instant, nous digérons, réinitialisons et recommençons. Deutsche Bank prévoit aussi 6 000 $, l'once Poutine espère qu'ils ont raison. Si ce n'est pas le cas,
L'or de la Russie deviendra beaucoup moins précieux si la bulle de l'or éclate. Poutine pourrait découvrir qu'il ne peut pas compter sur le président chinois, Xi Jinping, pour le sauver. La Chine achète possiblement beaucoup d'or russe ces derniers temps, avec des livraisons physiques récentes. Pour Xi, la relation Chine-Russie est une question d'opportunité, non de camaraderie. Le président chinois s'est montré prêt à laisser Poutine de côté pour de meilleures occasions. Evans Pritchard affirme que la Chine tente de renouer avec les grandes puissances économiques européennes après près de 4 ans de soutien indirect à la Russie. Si ces puissances disent à Xi que l'or de Poutine n'est plus une option, ils pourraient sacrifier cette ressource pour des relations commerciales plus prospères. De nombreux exemples d'opportunisme chinois confirment cette théorie. En décembre, le Télégraphe a indiqué que les exportations de véhicules chinois vers la Russie en 2024 avaient été multipliées par 7 par rapport à 2023. Cela a joué un rôle énorme en forçant les constructeurs automobiles russes, tels que Lada et Kamaz, à ralentir leur production. Selon le Télégraphe, Kamaz a vu la demande pour ses véhicules chuter de 60%, tandis que Lada a réduit sa production de près de 50%. La Chine a saisi l'opportunité avec une telle force qu'elle pose aujourd'hui de gros problèmes aux constructeurs automobiles russes. La Chine a profité des sanctions occidentales pour acheter massivement du pétrole et gaz russe comme pur à bas prix. Xi a ainsi saisi cette opportunité. Pendant ce temps, les investissements chinois en Russie ont chuté de 1,2 milliard de dollars en 2011 à seulement 400 millions attendus fin 2025. Dans ce contexte, la Chine n'est pas un allié réel de la Russie. Selon Evans Pritchard, elle soutiendra probablement peu Poutine. Un pré-bail moderne pour l'aider à réaliser ses objectifs de guerre en Ukraine doit être quasi nul. En d'autres termes, dès que Poutine causera plus de problèmes qu'il n'en vaut la peine pour la Chine, Xi laissera le président russe sur le carreau. Et cela pourrait laisser la Russie avec beaucoup d'or qui vaut moins qu'avant, et personne à qui le vendre en grande quantité. C'est pourquoi cette semaine a été un double coup dur pour la Russie. Poutine doit essayer de comprendre comment gérer ce qui pourrait être un effondrement de la valeur de l'une des rares matières premières que la Russie possède en abondance. Tout cela, alors que l'Ukraine a obtenu une bouée de sauvetage économique, une bouée de sauvetage qui fait que la Russie paie pour la défense de l'ennemi de Poutine, rien de moins. Et cela pourrait permettre à l'Ukraine d'affaiblir l'armée et l'économie russe, à tel point que Poutine est obligé de mettre fin à sa soi-disant opération militaire spéciale. Le président russe subit aussi les sanctions américaines qui affaiblissent lentement l'industrie pétrolière nationale. Les actifs sont liquidés, les compagnies pétrolières se rendent au Kremlin en quémandant, et les recettes fiscales provenant du pétrole chutent rapidement. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre la couverture des problèmes financiers de la Russie. Merci de nous regarder.